À l'aube, la mer de Chine méridionale n'a pas la couleur des cartes postales. Elle est laiteuse, lourde, comme si quelqu'un avait versé du thé dans l'horizon. Les îles sortent de la brume par morceaux, des dents sombres, et les chenaux entre elles ressemblent à des couloirs où l'on peut disparaître en quelques coups d'aviron. Sur cette eau-là, tout se négocie. Le poisson, le sel, l'opium, les nouvelles, les vies. Le long des côtes du Guangdong et du Fujian, au début du XXe siècle, la frontière n'est pas une ligne. C'est une odeur, celle des marchés de quais, du bois mouillé, des cordages goudronnés, des cales où fermentent les cargaisons. C'est aussi un bruit, le claquement des voiles de jonque, ces voiles brunes, nervurées de bambou qui se replient comme des éventails géants, et puis derrière le murmure des hommes qui comptent les sacs, les barils, les fusils, qui comptent les dettes, qui comptent les bateaux. La jonque ici n'est pas un décor exotique, c'est une machine économique, une coque à fond plat capable de se faufiler dans les estuaires, de remonter des rivières, de se poser sur un banc de sable et d'attendre la nuit. Une jonque peut être un bateau de pêche le matin, un transporteur de sel l'après-midi, un convoyeur d'opium au crépuscule. Et parfois, quand le vent tourne et que les hommes ont faim, une jonque devient une arme. On imagine souvent la piraterie comme une parenthèse romantique, un drapeau noir, un sabre, un cri. Sur ces côtes, c'est plutôt une comptabilité, une économie de protection. Un impôt privé prélevé là où l'État est trop loin, trop faible, ou trop occupé à se battre contre lui-même. Et justement, au début du XXe siècle, l'État chinois se fissure comme une coque mal calfatée. 1911, la dynastie Qing tombe. Sur le papier, c'est la République. Sur l'eau, c'est autre chose. Une multiplication de pouvoirs locaux, de milices, de chefs de guerre, de douanes improvisées, de taxes, qui changent selon le village, selon le général, selon l'humeur du jour. Les ports du Sud vivent déjà de la circulation, du commerce, des diasporas, des allers-retours vers Hong Kong, Macao, l'Asie du Sud-Est. La chute des Qing ne crée pas la contrebande. Elle lui donne de l'espace, elle lui donne des trous dans le filet. Dans le delta de la rivière des Perles, les bras d'eau se divisent, se recomposent, se cachent derrière des mangroves. Les villages sur pilotis, les marchés flottants, les embarcations qui se croisent sans se regarder. À l'embouchure, Hong Kong britannique avec ses quais plus ordonnés, ses règles, ses patrouilles, ses rapports. À côté, Macao portugais plus petit, plus ancien, avec ses habitudes et ses zones grises. Entre les deux et tout autour, une mer qui n'appartient à personne, ou plutôt qui appartient à ceux qui la connaissent. La piraterie ici n'est pas seulement l'attaque d'un navire, c'est un réseau. Des informateurs dans les tavernes, des guetteurs sur les collines, des intermédiaires qui savent quel cargo transporte du riz, lequel transporte des armes, lequel transporte des passagers riches, des prêteurs qui avancent l'argent pour acheter des fusils, des notables qui ferment les yeux en échange d'une part, des policiers qui, mal payés, deviennent des partenaires, et des marins, surtout des marins, qui savent que la mer nourrit mais qu'elle peut aussi affamer. Le début du XXe siècle, c'est aussi la fin d'un monde maritime traditionnel, pas d'un coup, pas comme une porte qui claque, plutôt comme une marée qui monte. Les navires à vapeur se multiplient, les armes modernes circulent, les patrouilles deviennent plus rapides, les communications s'améliorent, la radio commence à réduire l'avantage de ceux qui se contentaient de disparaître derrière une île. Les jonques restent partout, parce qu'elles sont adaptées, parce qu'elles coûtent moins cher, parce qu'elles peuvent se fondre dans le paysage. Mais l'étau se prépare, et c'est dans ce paysage entre l'ancien et le nouveau, entre la voile brune et la fumée noire des cheminées, qu'apparaît un nom qui flotte comme une rumeur de port, Lo Honshu. On le trouve parfois dans des récits secondaires en français ou en anglais, quand on parle de piraterie chinoise au début du XXe siècle, une femme, une chef, une flotte, et ce chiffre qui accroche l'œil comme un hameçon, 64 jonques. 64, un nombre rond, presque trop beau, un nombre qui se retient, un nombre qui se répète. Mais quand on cherche la trace solide, l'archive qui cloue le nom au bois d'un dossier, la date, le lieu, le rapport officiel, la coupure de presse chinoise, la mention dans un registre maritime, le sol devient sable, le nom glisse, il se déforme. Il se perd dans les translittérations, dans les orthographes approximatives, dans les oreilles européennes qui entendent des sons, cantonais ou hakka et les fixent comme elles peuvent. Lo Honshu, 3 syllabes qui pourraient cacher autre chose, un alias, une confusion, une légende recomposée. Et pourtant ce nom revient, comme reviennent les silhouettes de jonques au crépuscule, quand la mer devient éteinte, que les voiles brunes se découpent en triangles, et que l'on ne sait plus si l'on regarde des pêcheurs ou des prédateurs. Pour comprendre comment un tel nom peut naître,
Il faut sentir ce que représente une jonque dans ces années-là. Une jonque, ce n'est pas seulement un bateau, c'est un équipage, une famille parfois, une communauté. C'est du riz à distribuer, de l'eau douce à rationner, des cordages à remplacer, des voiles à réparer. C'est un capitaine qui connaît les bancs de sable, les courants, les vents de mousson. C'est un charpentier qui sait écouter le bois. C'est un cuisinier qui fait tenir des hommes debout avec une soupe claire et du poisson séché. C'est aussi, dans les zones grises, un homme qui sait manier un fusil, un autre qui sait attacher un prisonnier, un autre qui sait négocier une rançon. La piraterie sur ces côtes est souvent saisonnière. Elle suit les cycles de la pêche, les périodes de famine, les moments où les autorités sont occupées ailleurs. Elle suit aussi les routes commerciales. Le sel, par exemple, est un monopole et une obsession fiscale depuis des siècles. Là où il y a du sel, il y a des taxes. Là où il y a des taxes, il y a des contournements. L'opium, lui, est une marchandise qui ne disparaît pas avec les traités. Il change de circuit, il se cache, il se fragmente. Les armes, dans une Chine où les seigneurs de la guerre se disputent les provinces, deviennent une monnaie. Un fusil peut valoir plus qu'un sac de riz. Un lot de munitions peut acheter une alliance. Les seigneurs de la guerre, justement. Dans les années 1910 et 1920, la violence se privatise. Les armées locales vivent sur le pays qu'elles contrôlent. Elles taxent, elles réquisitionnent, elles vendent des protections. Sur la côte, cela signifie que la ligne entre soldats, policiers, bandits et pirates devient floue. Un même homme peut porter un uniforme un mois, puis disparaître sur une jonque le mois suivant. Un même groupe peut être milice dans un district et pirate dans le district voisin. Tout dépend de qui écrit le rapport. Dans les ports, les langues se mélangent. Cantonais, mandarin, dialecte du Fujian, anglais des comptoirs, portugais de Macao, pidgins de quai. Les noms se transforment à chaque passage de bouche. Un nom chinois transcrit en anglais peut être repris en français, puis réinterprété. Et quand, des années plus tard, un auteur cherche une figure frappante, une femme pirate, une flotte immense, il peut attraper un fragment et le polir jusqu'à ce qu'il brille. Lo Honshu. Est-ce un nom propre? Est-ce une approximation? Est-ce un surnom? Est-ce un titre mal compris? Dans les récits où il apparaît, il a la netteté d'une silhouette vue de loin. On distingue la forme, pas les traits. Ce qui est certain, en revanche, c'est que des femmes ont bel et bien exercé du pouvoir dans la piraterie chinoise. La plus célèbre, Zheng Yisao, souvent appelée Qing Shi, domine le début du XIXe siècle, avec une organisation quasi-étatique, des codes disciplinaires, des alliances, une capacité à négocier avec les autorités. Elle est documentée, commentée, mythifiée, mais elle existe dans les archives et les récits contemporains. Plus tard, dans les années 1920 et 1930, une autre figure féminine apparaît dans des sources plus proches de l'époque, Lai Shoi-san, parfois surnommée la reine des pirates, active dans les eaux du Shandong et de la mer de Chine, associée à des réseaux de contrebande et à des affrontements avec des forces navales. Elle aussi est devenue un aimant à légende, mais son existence est mieux ancrée. Entre ces deux pôles, la grande figure du début 19e et celle des années 1920-1930, le nom Lo Honshu pourrait être un écho, un mélange, une translittération qui a pris son autonomie, un non-couvercle. Un couvercle posé sur une marmite où bouillonnent des histoires de ports, des rumeurs de rançon, des rapports de patrouille, des récits de missionnaires, des notes de consuls, des souvenirs de marins, car les Européens, dans ces eaux, écrivent, ils écrivent beaucoup. Les administrations coloniales aiment les rapports, les compagnies maritimes aiment les statistiques, les journaux aiment les histoires de pirates, parce que cela se vend, parce que cela fait frissonner les lecteurs de Shanghai, de Hong Kong, de Saigon, de Paris. Mais ces écrits ont leurs angles morts, ils voient surtout ce qui menace leur route, leur cargaison, leurs passagers. Ils simplifient, ils exotisent, ils transforment des réseaux complexes en personnages. Et puis il y a la peur. La peur, c'est un moteur narratif puissant. Un navire attaqué, des passagers dépouillés, un capitaine humilié, et soudain la rumeur enfle. Ce n'était pas une bande quelconque, c'était une flotte. Pas 10 jonques, non, des dizaines. Et à sa tête, une femme. Parce que l'idée choque, parce qu'elle renverse l'attendu, parce qu'elle donne à l'histoire une saveur particulière. La rumeur, dans un port, se nourrit de ce qui surprend. Le chiffre 64 fonctionne comme ça. Il a quelque chose de cérémoniel. On peut presque entendre un comptable le prononcer, ou un marin le répéter en secouant la tête. 64. Pas 60, pas 70. 64. Comme si quelqu'un avait vraiment compté. Comme si quelqu'un avait vu la flotte alignée, voiles brunes au crépuscule, silhouette sur une mer laiteuse, et avait eu le temps de faire le compte.
Mais compter des jonques, c'est déjà une opération politique. Une jonque, est-ce un navire armé? Un navire auxiliaire? Un bateau de ravitaillement? Un bateau de pêche réquisitionné pour une nuit? Dans ces réseaux, la flotte n'est pas une formation navale au sens moderne, c'est un essaim. Il grossit et il maigrit, il se disperse et il se rassemble, il emprunte des bateaux, il en perd, il en achète, il en vole, il en brûle. Un chiffre peut être vrai un jour et faux le lendemain. Et pourtant ce chiffre colle au nom, Lo Honsho et ses 64 jonques, comme si l'un ne pouvait pas exister sans l'autre. Pour sentir la plausibilité ou l'improbabilité d'une telle flotte, il faut imaginer ce que cela représente en vivres, en discipline, en argent. Une jonque armée, même modestement, a besoin d'hommes, 10, 20, parfois plus. Multipliés, vous obtenez des centaines, peut-être plus d'un millier de personnes à nourrir, à payer, à contrôler. Des hommes qui peuvent se mutiner, qui peuvent trahir, qui peuvent vendre une information à une patrouille de Hong Kong ou à un rival. Une flotte, ce n'est pas seulement des coques, c'est une hiérarchie. Des chefs de bord, des lieutenants, des messagers, des comptables, des hommes chargés de la discipline, parce que sans discipline, la piraterie se dissout en banditisme chaotique, et le banditisme chaotique attire la répression. Or, la répression dans ces années-là n'est pas un mythe. Elle est irrégulière, parfois inefficace, souvent corrompue, mais elle existe. Les autorités chinoises, locales ou provinciales, lancent des campagnes anti-pirates, surtout quand la piraterie devient trop visible, trop coûteuse politiquement. Les forces coloniales voisines, britanniques à Hong Kong, portugaises à Macao, surveillent leurs eaux, protègent leurs routes, interviennent, parfois au-delà selon les intérêts du moment. Les compagnies maritimes financent des gardes armés, les navires apprennent à naviguer en convoi, les capitaines changent d'itinéraire, évitent certains chenaux, payent des protections. Et c'est là que la piraterie devient une économie de l'ombre. On ne vit pas seulement de l'attaque, on vit de la menace d'attaque, on vit de la promesse de sécurité, on vit de la capacité à faire passer une cargaison sans qu'elle soit inspectée par une milice rivale, on vit de la connaissance des hommes en uniforme, de leurs faiblesses, de leurs prix. Dans les villages côtiers, la relation aux pirates est rarement simple. Un pirate peut être un fils du village, un cousin, un voisin. Il peut envoyer de l'argent, il peut financer une fête, il peut payer un temple, il peut aussi enlever, tuer, terroriser. Les communautés vivent avec cette ambivalence. Elles dénoncent quand cela devient insupportable, elles protègent quand cela les arrange, elles se taisent quand elles ont peur. Dans ce monde, une femme à la tête d'un groupe n'est pas impossible. Elle est rare, mais pas impossible. Les sociétés maritimes du Sud ont leur propre structure, leur propre marge. Une femme peut hériter d'un réseau, d'un capital, d'une réputation. Elle peut gouverner par l'intermédiaire de lieutenants. Elle peut imposer une discipline plus dure encore, précisément parce qu'elle doit prouver sa légitimité dans un univers d'hommes. Elle peut aussi, et c'est crucial, jouer de l'invisibilité, changer de nom, se déplacer, se fondre dans les circuits de commerce, apparaître comme une patronne respectable à terre et comme une chef redoutée en mer. Mais le paradoxe demeure, plus une chef est efficace, plus elle a intérêt à effacer ses traces, à ne pas laisser de documents, à ne pas se faire photographier, à ne pas se laisser capturer, à ne pas devenir un dossier. La réussite dans la piraterie, c'est souvent l'absence d'archives. Alors comment un nom comme Lo Honsho arrive-t-il jusqu'à nous? Par quel canot? Par quelles oreilles? Imaginez un quai à Hong Kong, un soir humide, la lumière des lampes à pétrole qui tremble sur l'eau noire. Un marin européen descend d'un vapeur. Il a entendu une histoire pendant la traversée. Un navire attaqué près d'une île, des hommes, armés surgissant de jonques qui semblaient sortir de la brume. Il raconte cela dans un bar. Un autre ajoute un détail. On dit que c'est une femme qui commande. Un troisième, qui a un cousin dans la police maritime, affirme un chiffre. Ils en ont 64. Le chiffre se fixe parce qu'il est précis. Le nom se fixe parce qu'il sonne chinois et qu'il est prononçable. Lo Honsho. Et le lendemain, un journaliste en fait une ligne, puis un autre reprend. Puis, des années plus tard, un auteur compile. Dans les ports chinois, la rumeur fonctionne autrement, mais elle fonctionne aussi. Les noms circulent comme des avertissements. On ne dit pas toujours le vrai nom. On dit un surnom. Un nom de clan, un nom de bateau, un nom de temple, un nom qui protège et qui menace à la fois, et quand ces noms passent dans une autre langue, ils deviennent des objets nouveaux. Le sud chinois de ces années-là est un théâtre de circulation. Les migrants partent vers l'Asie du Sud-Est, reviennent avec de l'argent, des idées, parfois des armes. Les sociétés secrètes, les associations de clans, les réseaux de protection, tout cela se superpose. Les jonques ne transportent pas seulement des marchandises,
Elle transporte des hommes qui fuient, des hommes qui cherchent du or. Travail, des hommes qui cherchent à disparaître. Un pirate peut être un contrebandier peut être un milicien peut être un agent double. Les identités sont des vêtements qu'on change selon le port, et au milieu, la mer. Toujours la mer. Elle impose son rythme. La mousson d'hiver, plus sèche, plus froide, avec des vents qui favorisent certaines routes. La mousson d'été, lourde, humide, avec des pluies qui effacent les traces, avec des typhons qui peuvent briser une flotte en une nuit. Les pirates connaissent ces rythmes. Ils savent quand les patrouilles sortent moins. Ils savent quand les navires marchands sont plus vulnérables. Ils savent quand un chenal est praticable. Une flotte de jonques, si elle existe, ne se montre pas comme une parade. Elle se cache, elle se disperse, elle se rassemble au dernier moment. Elle utilise des mouillages discrets, des criques, des îlots inhabités. Elle a besoin de points d'appui à terre, des villages complices, des entrepôts, des ateliers de réparation. Elle a besoin de marcher pour écouler le butin, riz, tissu, métal, parfois des objets personnels arrachés aux passagers. Elle a besoin de négociateurs pour les rançons, parce que la rançon est souvent plus rentable que le massacre. Un passager riche vaut plus vivant que mort, et c'est là que la figure d'une chef devient plausible. La rançon exige une organisation, des messagers, des délais, des garanties, des codes, un système. La violence brute ne suffit pas. Il faut une autorité qui tienne les hommes, qui empêche les excès inutiles, ou au contraire qui les ordonne avec méthode. Une autorité qui sait quand frapper et quand disparaître. Mais si Lohoncho a réellement existé sous ce nom, pourquoi la trace est-elle si faible? Pourquoi ce nom n'apparaît-il pas comme apparaissent d'autres, dans les archives coloniales, dans les rapports de police maritime, dans les journaux locaux? Parce que les archives, elles aussi, ont leurs tempêtes. Les guerres, les incendies, les déménagements, les négligences. Parce que les administrations locales chinoises de l'époque sont fragmentées, parfois éphémères. Parce que les rapports étrangers se concentrent sur ce qui touche leurs intérêts directs. Parce que les noms chinois transcrits se multiplient en variantes. Parce qu'une chef peut être connue sous un nom dans un district, sous un autre dans un autre. Parce qu'un même groupe peut être attribué à des chefs différents selon les informateurs. Et parce que la piraterie dans ces années-là est souvent un continuum avec la contrebande. Or, la contrebande, quand elle est tolérée, quand elle est partagée avec des autorités corrompues, a intérêt à rester discrète. On ne fait pas de publicité, on ne laisse pas de dossier. On règle les choses par des enveloppes, par des promesses, par des menaces. Le nom Lohoncho pourrait donc être le sommet visible d'un iceberg de récits, un nom qui a survécu parce qu'il était frappant, parce qu'il portait une contradiction. Une femme, une flotte immense, et pourtant une ombre. Dans les années qui suivent 1911, les côtes du Sud voient se multiplier les incidents, des navires attaqués près des îles, des passagers enlevés, des cargaisons détournées. Les autorités annoncent des campagnes. Les journaux parlent de bandits de mer. Les compagnies maritimes se plaignent. Les capitaines s'arment. Les villages se barricadent la nuit. Et dans ce bruit de fond, certains noms émergent, puis disparaissent. Les noms émergent souvent quand il y a un affrontement spectaculaire, une jonque capturée, un chef arrêté, une bataille près d'un estuaire, un raid sur un village. Là, les rapports se remplissent de détails. Nombre de bateaux, type d'armes, origine supposée des hommes. Mais ces détails sont parfois des reconstructions. Un officier veut montrer qu'il a combattu une menace importante. Un journal veut vendre. Un informateur veut augmenter sa valeur. Alors on grossit, on arrondit, on dramatise. 64 jonques. C'est peut-être un chiffre de propagande anti-pirate, un chiffre destiné à justifier une opération, un budget, une intervention, ou au contraire un chiffre de prestige interne, un chiffre que les pirates eux-mêmes laissent circuler pour inspirer la peur et obtenir des protections sans combattre. La réputation est une arme moins coûteuse que la poudre, et la réputation sur mer voyage vite. Un capitaine raconte à un autre, un pêcheur raconte à un marchand raconte à un policier raconte à un journaliste, le journaliste imprime, et l'imprimé, même fragile, a une force, il fixe. Le problème, c'est que l'imprimé fixe parfois des erreurs. Une translittération fautive peut devenir un nom officiel dans une langue étrangère, un surnom peut être pris pour un patronyme, un titre peut être pris pour un prénom. Et quand plus tard on cherche Lohoncho dans les archives, on ne trouve rien parce que le nom réel était autre, ou parce qu'il y avait plusieurs personnes derrière ce nom. Dans le Sud, les noms de clans comptent, les alliances familiales comptent, les associations de villages comptent. Une chef pourrait être connue par son clan, pas par un nom individuel. Elle pourrait être la veuve de, la patronne de, la sœur de,
Les sources occidentales, elles, veulent un nom propre, un personnage. Elles le fabriquent parfois à partir de fragments, et puis il y a l'ombre portée des grandes figures. Zheng Yizhou, la grande chef du 19e siècle, est devenue un modèle narratif. Une femme pirate qui impose un code, qui commande des centaines de navires, qui négocie avec l'État. Cette histoire est si puissante qu'elle attire à elle d'autres récits. On peut être tenté, consciemment ou non, de projeter ce modèle sur des événements plus tardifs, de voir une nouvelle Qingxi, là où il y a peut-être une chef locale, ou plusieurs chefs, ou un réseau sans centre unique. À l'inverse, dans les années 1920-1930, Lai Shoisan apparaît comme une figure féminine plus proche du monde moderne, celui des armes, à feu, des contrebandes structurées, des affrontements avec des forces navales. Son nom, lui aussi, a circulé avec des variantes, et il n'est pas impossible que des récits aient mélangé des éléments de différentes époques, différentes régions, pour produire une figure composite. Lo Honshu pourrait être cette figure composite, une femme pirate du début du XXe siècle, formule vague, pratique, à qui l'on attribue une flotte de 64 jonques, chiffre mémorable, et dont le nom en réalité est peut-être une déformation d'un autre, mais même si le nom est incertain, le monde qui l'a rendu possible, lui, est bien réel. Un monde où la mer est un espace de travail et de guerre, un monde où l'autorité se vend, un monde où les jonques, au crépuscule, peuvent être des ombres inoffensives ou des prédateurs silencieux. Sur ces côtes, la nuit tombe vite. La chaleur du jour s'éteint, mais l'humidité reste, collée à la peau. Les lanternes s'allument sur les bateaux, petites étoiles tremblantes. Les hommes parlent bas. On entend le clapotis contre les coques, le grincement des cordages, parfois un rire sec. Et dans un coin de quai, un marchand compte ses pièces, en se demandant s'il doit payer la protection cette semaine ou tenter sa chance. Un capitaine regarde la ligne sombre des îles et choisit une route. Un policier maritime, mal payé, se demande quel camp est le plus sûr. Un informateur écoute, mémorise et court vendre sa phrase au plus offrant. C'est ainsi que naissent les légendes, pas dans les livres. Dans la sueur, dans la peur, dans l'argent, dans les ports. Et quand plus tard on prononce Lo Honshu, on prononce peut-être moins une personne qu'un signal. Le signal d'une époque où la Chine côtière est un patchwork de pouvoir, où la modernité arrive par la mer, où les jonques continuent de régner dans les chenaux et où une flotte, qu'elle y ait été de 20, de 40 ou de 64, pouvait surgir au crépuscule, voile brune tendue, silhouette serrée, et faire basculer une traversée ordinaire dans la terreur organisée, le chiffre revient obstiné, 64, comme un compte qu'on recommence sans être sûr du résultat. Comme si la mer elle-même se souvenait mieux que les archives. Comme si, dans la brume du matin, entre Hong Kong et les estuaires du Guangdong, on pouvait encore voir, un instant, l'alignement, impossible de jonques au crépuscule, et entendre un nom souffler de bouche en bouche, assez fort pour survivre, trop flou pour être attrapé, Lo Honshu. On ne devient pas chef de flotte sur un coup de tête, ni par un simple accès de violence. Sur ces côtes, le pouvoir ne se prend pas seulement à la pointe du sabre ou au bout d'un fusil, il se prend au crédit, à la réputation, à la capacité de faire circuler des choses, du riz, des hommes, des informations, sans que la circulation se brise, et surtout à la capacité de punir vite, de récompenser mieux et de disparaître au bon moment. La mer, elle, ne connaît pas les titres. Elle ne reconnaît que les habitudes, les routes, les mouillages, les saisons. Les hommes qui savent lire un ciel bas, un changement de vent, une houle qui annonce un typhon. Dans le sud chinois du début du XXe siècle, la jonque est une école de commandement, pas une école écrite, une école de gestes, de regards, de décisions prises dans l'odeur du bois mouillé et du poisson salé, avec la gorge sèche et les mains collantes de goudron. Alors, quand un nom comme Lo Honshu est présenté comme celui d'une femme à la tête d'une flotte, il faut d'abord imaginer ce que cela exige concrètement avant même de discuter de l'orthographe, de la translittération, de la rumeur. Une chef, si elle existe, ne commande pas seulement des bateaux, elle commande des hommes qui ont faim, des hommes qui ont peur, des hommes qui ont des familles à terre, des dettes, des rancunes, des hommes qui peuvent, un soir, décider que la part est trop petite, que la discipline est trop dure, que la chef n'est qu'un nom, et que le vrai pouvoir est dans les mains qui tiennent les armes. Le recrutement sur ces côtes commence rarement par un discours. Il commence par une crise, une mauvaise saison de pêche, une taxe qui tombe au mauvais moment, un seigneur de la guerre qui réquisitionne le riz d'un village, un chef de milice qui exige des frais de sécurité et qui, le mois suivant, exige encore. Les jeunes hommes regardent la mer comme on regarde une porte. La mer ne promet pas la paix, elle promet une chance. Dans les tavernes de quai, on ne signe pas de contrat, on écoute, on jauge.
On repère ceux qui savent tenir leur langue, ceux qui savent boire sans parler, ceux qui ont déjà navigué, qui connaissent les chenaux, qui savent distinguer une jonque de transport d'une jonque de pêche à la façon dont elle s'assoit sur l'eau. On repère aussi les autres, les désespérés, les violents, les imprévisibles. Ceux-là sont utiles pour un coup, dangereux pour une flotte. Une flotte, même petite, a besoin de spécialités. Un timonier qui connaît les courants du delta, où l'eau douce et l'eau salée se battent et créent des remous traîtres. Un homme qui sait réparer une voile nervurée de bambou, recoudre vite, sans lumière, avec une aiguille épaisse et des doigts qui saignent. Un charpentier capable de calfatage, bourrer les coutures de la coque avec des fibres, du chanvre, de l'huile, du goudron et faire taire l'eau qui s'infiltre. Un cuisinier, oui, parce qu'un équipage affamé devient un équipage indiscipliné. Et puis, dans l'ombre, ceux qui comptent, les hommes qui savent tenir un registre mental, répartir les parts, prévoir les dépenses, acheter des munitions, payer un informateur, soudoyer un poste de contrôle. Le commandement dans ce monde n'est pas un uniforme. C'est une chaîne de loyauté. Et cette chaîne se forge souvent dans les réseaux de clans, de villages, d'associations. Les sociétés du Sud chinois, surtout dans les zones côtières, vivent de solidarité serrée. On se prête, on se protège, on se venge. Un chef de bande qui n'a pas de racines est fragile. Une chef, si elle a existé, a dû s'appuyer sur quelque chose de plus solide que la peur pure, un clan, une alliance matrimoniale, une relation avec des notables, ou un capital accumulé dans le commerce gris, celui qui n'est pas encore piraterie mais qui en a déjà l'odeur, sel détourné, opium, déplacé, armes convoyées, taxes évitées. C'est là que l'idée d'une femme au sommet cesse d'être un simple effet de récit, parce que les femmes, dans ces économies de rivage, ne sont pas absentes. Elles tiennent des maisons, des échoppes, des réseaux de crédit, elles gèrent des dettes, elles connaissent les familles. Elles savent qui a perdu un fils, qui a besoin d'argent, qui a un cousin dans la police maritime, qui a un frère embarqué sur un vapeur étranger. Le pouvoir parfois passe par la terre avant de passer par la mer. On imagine une chef pirate comme une figure debout à la proue, cheveux au vent, sabre levé. C'est une image facile. La réalité, si elle a existé, est plus froide, plus administrative. Une chef efficace n'a pas besoin d'être visible tout le temps. Elle a besoin d'être crue. Elle a besoin que son nom ou son surnom circule comme une monnaie. Et elle a besoin d'un appareil. Des lieutenants, des capitaines de jonque, des hommes de confiance chargés de faire appliquer les règles. Les règles, voilà le cœur. Sans règles, une bande se dévore elle-même. Les grandes organisations pirates chinoises, celles qu'on peut documenter au moins par écho, ont souvent des codes disciplinaires. Zheng Yizhou, au début du XIXe siècle, est l'exemple qui hante tous les récits. Interdiction de violer les captives, partage codifié. Du butin, sanction terrible pour les désobéissants. Ce n'est pas de la morale, c'est de la gestion. Une flotte qui viole et massacre sans contrôle attire la vengeance des villages, la haine des notables, la mobilisation des autorités. Une flotte qui rançonne proprement, qui relâche contre paiement, qui punit ses propres hommes quand ils dépassent la ligne, peut durer plus longtemps. Elle devient une institution criminelle, une taxe flottante. Et la rançon, justement, est une mécanique qui exige une tête. On capture un navire, on trie. Les pauvres, souvent, on les dépouille et on les relâche parce qu'ils ne rapportent rien et qu'ils coûtent à nourrir. Les riches, les marchands, les passagers importants, on les garde. Mais garder, c'est risqué. Il faut un lieu sûr à terre, un village complice, une maison isolée, un entrepôt. Il faut des gardes. Il faut de la nourriture. Il faut empêcher les captifs de s'échapper, mais aussi empêcher les gardes de les tuer par impatience. Et surtout, il faut négocier. Négocier avec qui? Avec des familles, avec des compagnies, avec des intermédiaires. Et ces intermédiaires sont essentiels. Des hommes qui peuvent entrer dans un port sans être arrêtés, parler à un consul, parler à un notable, parler à un chef de police, et ressortir vivants. Ils portent des messages, des preuves de vie, parfois un objet personnel, une bague, une lettre, un morceau de vêtement. Ils fixent un prix, ils fixent un délai, ils fixent un lieu de remise. Et tout cela doit se faire sans que la marine, chinoise ou étrangère, ne tende un piège. Une chef, si elle a existé, aurait été au centre de cette toile, pas forcément en personne, mais par décision. Parce que la rançon, c'est aussi une politique. Trop haut, et on provoque une chasse. Trop bas, et on perd le respect des hommes. Trop de violence, et on ferme les portes des villages. Trop de douceur, et on passe pour faible. L'équilibre est une lame. Et puis il y a la question du chiffre. 64 jonques. Même si l'on accepte l'idée d'une exagération, même si l'on imagine un essaim qui se gonfle et se dégonfle,
Ce nombre implique une capacité d'agrégation. Une chef ne possède pas forcément 64 coques comme un amiral possède des navires de guerre. Elle peut fédérer, louer, réquisitionner, appeler à elle des capitaines indépendants pour une opération puis les laisser repartir. Dans les économies maritimes du Sud, l'alliance est souvent temporaire. On se rassemble pour un coup, on se disperse pour éviter la répression. La flotte est un accord, pas une propriété. Alors comment une femme pourrait-elle être le point de gravité d'accords aussi instable? Par l'argent d'abord, par la capacité à financer l'armement. Un fusil, des munitions, des grenades artisanales parfois, des lames, des cordages, des lanternes, des provisions. Tout cela coûte. Et dans une Chine fragmentée par les seigneurs de la guerre, les armes circulent comme des marchandises ordinaires. Les ports voient passer des cargaisons qui ne sont jamais déclarées. Les jonques, elles, sont parfaites pour cela. Elles entrent dans des criques, elles remontent des rivières, elles se cachent derrière des îlots. Par l'information, ensuite, une flotte ne chasse pas au hasard. Elle chasse là où ça vaut la peine. Il faut savoir quelle vapeur transporte des passagers, quel cargo transporte du riz, quel navire a une escorte, quel capitaine est prudent, quel autre est arrogant. Il faut savoir quand les patrouilles sortent, quand elles rentrent, quels officiers sont corruptibles, quels autres veulent une victoire pour leur carrière. L'information vient des ports, des dockers, des employés de compagnie, des pêcheurs, des policiers mal payés. Elle vient aussi des maisons de jeux, des fumeries d'opium, des bordels, des temples, là où les hommes parlent. Une chef, si elle a existé, aurait dû être une gestionnaire de rumeurs, une distributrice de silence. Elle aurait payé pour savoir, et elle aurait payé pour que d'autres ne sachent pas. Et c'est ici que le nom Lo Honsho devient étrange, presque suspect, parce qu'il sonne comme un nom attrapé au vol, fixé par une oreille étrangère, 3 syllabes, nettes, faciles à répéter dans un rapport en anglais ou en français. Mais les noms chinois, surtout quand ils passent par le cantonais, le hakka, les dialectes du Fujian, se transforment. Un lo peut être un luo, un lo. Han peut être an, hong, huan. Shou peut être chao, ju, tsu. Et parfois ce n'est pas un nom de personne. C'est un nom de lieu, un nom de clan, un surnom. Dans les ports coloniaux, on aime les noms qui claquent. Les journaux aiment les personnages. Une femme pirate est un personnage parfait. Elle choque, elle fascine, elle se vend. Elle permet de raconter la piraterie comme un théâtre, alors que c'est une économie. Et quand un journaliste entend un nom approximatif, il le fixe, il l'imprime. Et l'imprimé devient une réalité secondaire, une réalité de papier, qui peut survivre à la réalité de chair. Il y a aussi une autre possibilité, plus trouble, que Lo Honsho soit un alias volontaire, un nom de couverture utilisé dans les Seketin Keikon. Transaction, précisément pour éviter d'être identifié, dans les réseaux criminels, le nom est une arme à double tranchant. Il doit être assez connu pour inspirer la peur, mais assez flou pour empêcher l'arrestation. On peut laisser circuler un nom qui n'est pas le sien. On peut laisser les étrangers écrire ce qu'ils veulent, tant que cela détourne l'attention des vrais liens, des vrais villages, des vrais entrepôts. Une chef, si elle a existé, aurait eu tout intérêt à multiplier les couches, un nom en mer, un autre à terre, un troisième dans les ports étrangers, une identité respectable pour traiter avec des marchands, une identité de terreur pour traiter avec des capitaines, et entre les deux, des hommes qui parlent à sa place. C'est là que la comparaison avec Lai Choi-san devient utile, non pas pour dire « c'est elle », mais pour comprendre le type de trajectoire possible. Dans les années 1920-1930, Lai Choi-san est décrite comme une chef pirate liée à des réseaux de contrebande, opérant dans un monde où la piraterie se modernise, où l'on passe de l'attaque brute à l'entreprise criminelle. Son nom circule, se transforme, se charge de légendes. On lui attribue des flottes, des batailles, des ruses. Et pourtant, même pour elle, les détails se contredisent selon les sources. Cela montre à quel point la mer fabrique des biographies instables. Alors imaginez une figure moins documentée, plus tôt dans le siècle, dans le chaos post-1911, quand les administrations locales se recomposent, quand les archives se perdent, quand les rapports étrangers ne s'intéressent qu'aux incidents touchant leur route. Une chef peut exister et ne laisser qu'un écho amplifié par la peur. Parce que la peur, dans un port, est un instrument de comptabilité. Un capitaine qui a été attaqué exagère parfois pour justifier une perte, pour expliquer à ses employeurs pourquoi la cargaison a disparu, pourquoi les passagers ont été dépouillés. Un officier de police maritime exagère parfois pour obtenir des moyens, pour prouver qu'il combat une menace majeure. Un rival pirate exagère parfois pour gonfler la réputation de l'ennemi et faire monter le prix d'une alliance. Et dans ce jeu d'exagération, un chiffre comme 64 est parfait.
Il est précis, donc crédible. Il est grand, donc effrayant. Il est mémorable, donc transmissible. Mais revenons au point de départ. Comment naît une chef de flotte dans la matière même de ses côtes? Souvent, cela commence par une jonque, une seule. Une jonque qui fait du transport, du sel, du poisson, du bois. Une jonque qui connaît les routes. Puis un incident, une taxe trop lourde. Un poste de contrôle qui confisque. Un chef local qui humilie. La jonque change de métier. Elle commence à prélever, d'abord sur les plus faibles, puis sur les plus riches. Et très vite, elle comprend que le vrai profit n'est pas dans le pillage, mais dans la protection. Paye et tu passeras. C'est plus stable, plus rentable, moins risqué. Pour offrir une protection crédible, il faut être capable de punir ceux qui refusent. Il faut aussi être capable de protéger ceux qui payent contre d'autres bandes. Cela entraîne une escalade. On recrute, on arme, on s'allie. On achète des informations, on corrompt. Et à chaque étape, la chef, si c'est une femme, si c'est Lohoncho ou un autre nom, doit prouver qu'elle tient la barre. Tenir la barre, ce n'est pas seulement naviguer, c'est tenir les hommes. Et les hommes, sur une jonque, vivent serrés. Ils dorment près des cargaisons, ils mangent dans des bols ébréchés, ils se lavent à l'eau saumâtre, ils sentent la sueur, la fumée, le poisson. Les disputes éclatent pour une part de riz, pour une insulte, pour une femme à terre, pour une dette. La discipline doit être immédiate, visible, incontestable. Dans les organisations pirates, la punition est un langage. On punit pour éviter d'avoir à punir plus tard. On punit pour montrer que le chef n'est pas un simple distributeur de butin, mais un arbitre de vie et de mort. Et une chef dans un univers d'hommes peut être tentée d'être plus dure encore, parce que la moindre hésitation est interprétée comme une faiblesse. La dureté devient une armure. Elle protège, elle isole aussi, mais la dureté ne suffit pas. Il faut aussi distribuer. Un chef qui ne distribue pas perd ses hommes. Le butin doit être partagé selon des règles connues. Les blessés doivent être compensés. Les familles des morts, parfois, doivent recevoir quelque chose, sinon les villages se retournent. Les temples, parfois, doivent être financés, parce que la religion locale, les rituels, les fêtes, sont aussi des réseaux sociaux. On achète la bienveillance des dieux comme on achète celle des hommes. On brûle de l'encens, on fait des dons, on se donne une façade, et cette façade est essentielle pour une femme. Parce qu'une femme qui commande en mer peut, à terre, se présenter autrement, patronne, marchande, propriétaire d'une maison de thé, veuve respectable, bienfaitrice d'un temple. Les ports du Sud sont pleins de ces figures ambivalentes, des gens qui vivent dans l'entre-deux, qui parlent aux policiers le matin et aux contrebandiers le soir. La respectabilité est un camouflage qui coûte cher mais qui permet de survivre. C'est peut-être là, dans cette zone grise, que Lohoncho, ou ce que ce nom recouvre, a pu se construire. Non pas comme une reine de théâtre, mais comme une administratrice de violence. Une femme qui comprend que la mer est un marché, et que le marché a besoin de règles, même criminelles. Et pourtant, plus on imagine cette efficacité, plus une autre contradiction apparaît. Une chef qui réussit vraiment n'a aucun intérêt à devenir un nom fixe dans les archives. Elle a intérêt à rester un murmure, un surnom, une silhouette. Elle a intérêt à ce que les rapports étrangers écrivent mal son nom, à ce que les journaux confondent, à ce que les autorités locales, corrompues ou complices, ne consignent pas trop précisément. L'invisibilité est une stratégie. Alors comment une biographie détaillée pourrait-elle exister si le mécanisme même de survie consiste à effacer les détails? Elle existe autrement, par fragments, par hypothèse, par recoupement d'atmosphère, par comparaison avec des trajectoires mieux documentées, par compréhension des métiers. Prenez la logistique, par exemple. Une flotte, même un essaim, a besoin de points d'eau douce. Les jonques peuvent rester en mer, mais pas indéfiniment. Il faut remplir des jarres, des tonneaux. Il faut du bois, du charbon parfois, selon les embarcations. Il faut des vivres, riz, légumes secs, poissons salés, huile. Il faut des médicaments rudimentaires, alcool, herbes, bandages. Les blessures par balles, les infections, les fièvres, les dysenteries, tout cela tue autant que les combats. Une chef qui veut durer doit avoir des contacts avec des guérisseurs, des pharmacies, des marchés. Elle doit pouvoir acheter sans attirer l'attention ou voler sans provoquer une vendetta. Et puis il y a l'armement. Les jonques ne sont pas des cuirassés. Elles sont vulnérables. Leur force est dans la surprise, dans le nombre, dans la connaissance des eaux. Elles peuvent porter des fusils, des pistolets, des lames, parfois de petites pièces d'artillerie improvisées, mais leur vraie arme est la proximité. Aborder vite, submerger, terroriser. Pour cela, il faut des hommes entraînés à grimper, à se battre sur un pont glissant, à se déplacer dans le chaos. Il faut aussi des signaux.
Lanternes, drapeaux, coups de sifflet, tambours parfois. Une flotte doit communiquer sans radio ou avec des moyens rudimentaires. Elle doit se rassembler sans se trahir. Dans ce monde, une chef n'est pas seulement une combattante. Elle est une organisatrice de rendez-vous. Elle décide où et quand les jonques se retrouvent. Elle décide qui attaque et qui reste en arrière. Elle décide qui escorte une cargaison de contrebande et qui sert d'appât. Elle décide qui reçoit la meilleure part et qui est envoyé sur une mission dangereuse. Ce sont des décisions qui créent des ennemis à l'intérieur même de la flotte. Car le rival le plus dangereux n'est pas toujours la marine étrangère. C'est le lieutenant ambitieux, le capitaine de jonque qui pense qu'il mérite plus, le chef de village complice qui veut une part plus grande, le notaire local qui a prêté de l'argent et qui veut récupérer avec intérêt. La piraterie est une politique permanente, une politique sans institution stable, une politique où l'on règle les conflits par la trahison, l'assassinat, l'exil ou le mariage. Et c'est ici que la figure féminine devient encore plus complexe. Une femme peut être utilisée comme symbole d'unité, comme figure quasi sacrée, parce qu'elle n'est pas un homme parmi d'autres, parce qu'elle échappe aux rivalités masculines ordinaires jusqu'à un certain point. Elle peut aussi être plus vulnérable parce que sa légitimité est constamment testée. Elle doit donc s'entourer d'hommes absolument fidèles, des hommes qui lui doivent tout, des hommes qui n'ont pas d'autre avenir, des hommes liés par le sang, par le clan, par la dette, toujours la dette. Dans les ports, on prête pour acheter une jonque, pour réparer une coque, pour acheter des armes. On prête à des taux qui étranglent, on prête en échange de services, et quand on ne peut pas payer, on vend sa force. On vend sa loyauté. On embarque. Une chef qui contrôle le crédit contrôle les hommes. Elle peut avancer de l'argent à un capitaine, financer une réparation, et en échange exiger une participation à un coût. Elle peut racheter une dette auprès d'un prêteur et transformer un homme en obligé. C'est une manière de commander sans crier. Alors, Lo Hon Sho, si ce nom recouvre une réalité, il pourrait recouvrir une femme qui a compris cela. Une femme qui n'a pas seulement pris la mer, mais qui a pris les circuits de la mer, les circuits de l'argent, les circuits de l'information. Mais le nom, lui, continue de glisser, et plus on le prononce, plus on entend le frottement des langues, français, anglais, cantonais. Peut-être même des dialectes du Fujian. Les Européens, dans leurs rapports, écrivent comme ils entendent mal. Ils simplifient. Ils transforment un choix en chaud, un san en saan, un lei en lei. Ils confondent les tons, qui en chinois changent le sens. Ils confondent les noms de famille et les prénoms. Ils confondent les surnoms et les patronymes. Et parfois, ils confondent les personnes. Parce que la mer du Sud n'a pas une seule piraterie. Elle en a des dizaines. Des bandes locales, des coalitions temporaires. Des réseaux de contrebande qui deviennent pirates quand il faut punir un refus, et qui redeviennent transporteurs quand il faut se faire oublier. Une femme peut être à la tête d'un groupe dans un estuaire, et une autre femme ailleurs peut être à la tête d'un réseau de rançons. Les récits étrangers, eux, aiment l'unité. Ils aiment un nom unique. Ils aiment une reine. Le modèle de Zheng-Guiso, encore une fois, pèse lourd. Il offre un moule narratif, une femme, une flotte immense, une discipline de fer. Ce moule peut être réutilisé, consciemment ou non, pour raconter des événements plus tardifs, et le chiffre 64 dans ce moule devient un ornement parfait. Il donne une impression de précision historique, il donne une impression de dossier, alors qu'il peut n'être qu'un chiffre de quai. Mais même si Lo Hon Sho n'est qu'un non-couvercle, le processus qui fabrique ce couvercle est, lui, historique. Il dit quelque chose de la manière dont les ports produisent des personnages. Un personnage naît quand plusieurs besoins se rencontrent. Le besoin des autorités de nommer une menace, le besoin des marins de donner un visage à leur peur, le besoin des journaux de raconter, le besoin des pirates eux-mêmes de gonfler leur réputation. Et une femme dans ce jeu est un multiplicateur. Elle rend l'histoire plus incroyable, donc plus racontable. Elle rend la menace plus anormale, donc plus mémorable. Elle permet aussi de projeter des fantasmes, la cruauté, la ruse, la séduction, la trahison, tout ce que les récits de Kay adorent. Pourtant, si l'on enlève ces fantasmes, il reste une hypothèse plus simple, plus dure. Une femme a pu commander parce qu'elle était la meilleure à tenir la comptabilité de la violence, parce qu'elle savait quand frapper et quand négocier, parce qu'elle savait acheter des silences, parce qu'elle savait se rendre indispensable au circuit de contrebande, parce qu'elle savait surtout que la mer n'est pas un espace libre. C'est un espace surveillé, et de plus en plus. Au début du XXe siècle, la surveillance change, les patrouilles s'améliorent, les navires à vapeur réduisent les distances, les administrations coloniales, surtout à Hong Kong, produisent des rapports, des statistiques, des cartes. Les marines chinoises, malgré leur faiblesse, tentent des campagnes.
Les seigneurs de la guerre, eux, privatisent la violence. Ils peuvent tolérer des pirates un mois, puis les chasser le mois suivant. Selon les alliances et les besoins d'argent, le terrain se rétrécit, la jonque reste agile, mais l'étau se prépare. Dans ce contexte, une chef qui veut durer doit se transformer, elle doit devenir moins visible, moins pirate au sens romantique, plus entrepreneuse criminelle, plus contrebandière, plus partenaire de certains pouvoirs locaux, et cela, encore une fois, efface les traces. Parce que la contrebande, quand elle est partagée avec des hommes en uniforme, n'a pas intérêt à être écrite, alors la biographie se dissout, elle devient une série de scènes possibles, plausibles, sans être fixée par un acte de naissance ou un dossier judiciaire. Une scène, une maison basse près d'un estuaire, murs blanchis à la chaux, odeur de poisson et de fumée. À l'intérieur, des hommes assis, silencieux, mains sur les genoux. Une femme ne parle pas fort. Elle n'a pas besoin. Elle écoute un messager qui décrit un vapeur, sa route, son heure de passage, le nombre de gardes. Elle pose une question courte, une seule. Puis elle tranche. 2 jonques en avant, 3 en arrière, une en réserve. Pas de tir inutile. On prend les passagers, pas la cargaison. On veut de l'argent, pas une bataille. Une autre scène, un temple de village, encens épais, tambour lointain. Un notable reçoit une enveloppe. Il sait d'où elle vient. Il ne pose pas de questions. Il sait aussi que si la marine arrive demain, il devra jouer l'indignation. Il devra dire qu'il ne sait rien. Il devra peut-être livrer un bouc émissaire, un petit capitaine, un homme sans clan puissant. La chef, elle, restera un nom flou. Une autre scène encore. Un quai à Hong Kong, un officier britannique lit un rapport. Il y est question d'une attaque, d'une femme pirate, d'un nombre de jonques. Il souligne. Il soupire. Il sait que la moitié est exagérée, mais il sait aussi que l'exagération est un symptôme. Si les marins exagèrent, c'est qu'ils ont peur. Et si la peur monte, les compagnies se plaignent. Et si les compagnies se plaignent, il faut agir. Alors le rapport devient une réalité administrative. Il crée une menace officielle, il crée un nom, Lo Honsho. Et pendant ce temps, sur l'eau, les jonques continuent de glisser. Elles ne ressemblent pas à des navires de guerre. Elles ressemblent à des travailleurs. C'est leur force. Elles se mêlent aux pêcheurs. Elles se cachent dans les chenaux. Elles attendent le crépuscule, quand la mer devient éteinte, quand les îles redeviennent des dents sombres, quand les lanternes s'allument et que les silhouettes se confondent. Le crépuscule est leur allié, parce qu'il brouille les comptes. Il brouille les visages, il brouille les noms, et le chiffre lui revient comme une obsession de comptable. 64. On le répète parce qu'il donne l'impression que quelqu'un a vu, qu'un témoin a compté, qu'une flotte s'est vraiment alignée, voile brune tendue, comme une armée silencieuse. Mais sur mer, compter est déjà une fiction. Une jonque peut être armée aujourd'hui et désarmée demain. Une jonque peut appartenir à un pêcheur et être louée pour une nuit. Une jonque peut être capturée, repeinte, rebaptisée. Une jonque peut être un leurre. Alors peut-être que 64 n'est pas un inventaire. Peut-être que c'est un plafond de peur. Le maximum qu'un récit de port peut contenir sans se briser. Un chiffre assez grand pour faire frissonner, assez précis pour être cru. Et si Lo Honsho est un non-couvercle, ce couvercle recouvre une vérité plus large. Sur ces côtes, au début du XXe siècle, le pouvoir pouvait se construire dans l'ombre, se transmettre par la dette, se protéger par la respectabilité et se projeter en mer sous forme d'essaim. Une chef, réelle ou recomposée, n'est pas seulement une exception exotique. Elle est le produit logique d'un monde où l'État est fragmenté, où la violence est un service, où la mer est un marché et où l'invisibilité est une condition de survie. Et c'est peut-être pour cela que le nom ne tient pas dans les archives. Parce qu'il n'a jamais été fait pour tenir. Il a été fait pour circuler, pour effrayer, pour négocier, pour couvrir. Lo Honsho, 3 syllabes comme un mot de passe. Un nom qui, à force d'être répété sur des quais humides, dans des rapports pressés, dans des journaux avides, a fini par ressembler à une personne, et derrière, toujours, la même image, la jonque au crépuscule, voile brune, coque basse, silence d'avant l'abordage, et des hommes, qui plus tard jurent qu'ils ont compté, qu'ils en ont vu 64, qu'ils n'oublieront jamais, même s'ils ne savent plus exactement qui commandait, même s'ils ne sont plus sûrs du nom, même si la mer, elle, a déjà tout effacé. La mer, au moment où le soleil tombe, a cette couleur de métal fatigué, ni vraiment bleue, ni vraiment grise, une mer laiteuse comme si quelqu'un avait versé du riz dans l'horizon, et sur cette surface, les jonques ne arrivent pas, elles apparaissent. Elles sortent d'un pli du monde. Une voile brune se détache, puis une autre, puis une troisième. On croit d'abord à des pêcheurs qui rentrent tard. On se trompe souvent à ce moment-là.
Parce que la piraterie dans le sud chinois du début du XXe siècle ne ressemble pas à une armée, elle ressemble à une économie qui travaille. Une flotte, même une flotte de fortune, ne tient pas par la bravoure. Elle tient par la routine, par des gestes répétés, par des rendez-vous qui se font sans lettres, sans télégramme, sans traces, par des mouillages connus de quelques-uns seulement, des anses où l'eau est assez profonde pour une coque chargée, assez étroite pour décourager un vapeur, assez proche d'un village pour remplir des jarres d'eau douce, assez loin pour que les cris ne portent pas. Et si l'on veut comprendre ce que peut signifier concrètement commander 64 jonques, il faut oublier l'image d'un alignement majestueux comme une parade navale. Il faut imaginer un essaim. Un essaim qui se contracte et se dilate. Aujourd'hui 10 coques, demain 20. Après-demain, 3 seulement, parce que les autres se sont fondus dans la pêche, ou ont remonté une rivière, ou ont changé de pavillon, ou ont été prêtés à un cousin pour transporter du sel. La flotte n'est pas un objet, c'est une capacité à rassembler. Rassembler, cela veut dire nourrir. Et nourrir, cela veut dire compter. Le riz d'abord. Le riz est la vraie munition. Sans riz, pas de discipline. Sans discipline, pas de flotte. Un équipage qui a faim devient un équipage qui vole, qui se bat, qui se mutine. Alors il faut des sacs, des jarres, des réserves cachées. Il faut des achats faits à l'avance, par des mains propres, dans des marchés où l'on ne pose pas de questions. Il faut des accords avec des villages qui acceptent de vendre plus que leur quota, parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils gagnent, ou parce qu'ils ont un fils sur une jonque et qu'ils préfèrent le voir vivant. Il faut aussi du sel. Le sel conserve, le sel se revend. Le sel dans certaines régions est taxé, contrôlé, détourné. Il circule comme une monnaie. Et puis l'opium, qui n'est pas seulement une drogue, mais un produit fiscal, un produit politique, un produit de corruption. L'opium paye des informateurs. L'opium achète des indulgences. L'opium fait taire un poste de contrôle. L'opium parfois finance une campagne anti-pirate qui n'est qu'une redistribution de territoire entre bandes rivales et milices locales. Une chef, si elle existe derrière le nom Lo Honsho, n'est pas seulement une femme qui donne des ordres sur un pont. C'est une femme qui sait où se trouve le riz, qui sait qui vend le sel, qui sait quel pharmacien peut fournir de la poudre, quel armurier peut fournir des cartouches, quel charpentier peut réparer une coque sans poser de questions. C'est une femme qui sait combien coûte une nuit de silence. Parce que le silence, sur ses côtes, a un prix. Et ce prix change selon les saisons, selon les hommes au pouvoir, selon la direction du vent politique. Après 1911, l'autorité impériale s'effondre, et ce qui vient à la place n'est pas un État solide, mais une mosaïque, des administrations locales qui se recomposent, des seigneurs de la guerre qui se disputent les taxes, les ports, les routes, des milices qui se créent pour protéger et qui deviennent elles-mêmes des prédateurs. Dans ce chaos, la mer devient un refuge et un champ de bataille. Et la piraterie souvent n'est pas une rupture avec l'ordre, c'est une continuation de l'ordre par d'autres moyens. Un impôt sans reçu. Alors la flotte, si elle est grande, doit être plus qu'une bande. Elle doit être un système avec des règles, oui, mais surtout avec des fonctions. Des capitaines de jonques qui commandent chacun leur coque et leur petit monde. Des lieutenants qui servent d'intermédiaires, qui transmettent les décisions, qui négocient au départ. Des hommes chargés de la surveillance interne, parce que le danger vient aussi de l'intérieur. Des messagers qui savent marcher dans un port sans être remarqués, qui savent entrer dans une maison de thé, poser une phrase, repartir. Des comptables, même si le mot est trop propre. Des hommes qui tiennent les comptes du butin, des rançons, des dépenses, des dettes. La rançon, justement, est l'endroit où la piraterie cesse d'être un coup de main et devient une administration. Capturer un navire, c'est une chose. Transformer cette capture en argent, c'en est une autre. Il faut d'abord choisir la proie. Une jonque de pêche ne rapporte rien. Un petit transporteur de bois rapporte peu. Un vapeur côtier avec des passagers, des marchands, des employés de compagnie, des familles qui voyagent, voilà ce qui rapporte. Mais ces navires-là sont aussi ceux qui déclenchent des réactions. Les compagnies se plaignent. Les consulats s'agitent. Les autorités coloniales, à Hong Kong ou ailleurs, exigent des patrouilles. Les journaux écrivent. Et l'écriture dans ce monde est une arme. Elle fixe un nom. Elle fixe un chiffre. Elle fixe une peur. Une rançon réussie demande une chaîne. On capture. On isole les passagers utiles. On les garde vivants. Vivants mais pas trop libres. Il faut un lieu à terre, un entrepôt, une maison dans un village complice, une cabane dans une mangrove, un temple abandonné. Il faut des gardes qui ne boivent pas trop, qui ne frappent pas par ennui, qui ne tuent pas par impatience. Il faut nourrir les captifs, parce qu'un captif malade perd de la valeur. Il faut parfois soigner, parce qu'un captif mort déclenche une vengeance et fait baisser la confiance dans la fiabilité de la bande.
Oui, même dans le crime, il y a une réputation de service. Puis il faut négocier. Et négocier, c'est un art de la distance. On ne négocie pas en criant depuis une jonque. On négocie par intermédiaire. Des hommes qui peuvent entrer dans un port, parler à une famille, parler à un agent de compagnie, parler à un notable, et ressortir. Ils portent des preuves de vie, une lettre dictée, un objet, une bague, un morceau de tissu. Ils fixent un prix. Ils fixent un délai. Ils fixent un lieu de remise. Et tout cela doit se faire en évitant les pièges. Les pièges, ce sont les patrouilles. Les patrouilles chinoises, parfois mal équipées, parfois courageuses, parfois achetées. Les patrouilles étrangères, plus rapides, plus disciplinées, mais pas omniprésentes. Les patrouilles privées aussi, celles des compagnies, celles des milices locales, et puis les pièges des rivaux. Parce qu'une flotte qui rançonne attire les jalousies, un rival peut dénoncer, un rival peut tendre une embuscade au moment de la remise. Un rival peut attaquer un village complice pour briser le réseau. La mer n'est pas seulement un espace de fuite, c'est un espace de concurrence. Dans ce monde, le pouvoir se mesure à la capacité de faire tenir ensemble des intérêts contradictoires. Les hommes veulent du butin. Les villages veulent la paix, ou au moins une paix achetée. Les notables veulent que le commerce continue, parce que le commerce nourrit leurs taxes et leurs réseaux. Les autorités veulent des résultats, ou au moins l'apparence de résultats. Et la flotte, elle, doit naviguer entre tout cela comme on navigue entre des bancs de sable. Un mètre trop à gauche, on s'échoue. Un mètre trop à droite, on se fait prendre. Alors, quand un récit affirme qu'une femme commande 64 jonques, il faut entendre ce que cela implique en termes de pacte. Une chef ne peut pas tenir 64 coques par la seule terreur. La terreur est un accélérateur, pas un ciment. Le ciment, ce sont les accords, les parts, les protections, les promesses, les dettes. Et les dettes, encore une fois, sont le nerf. Une jonque coûte cher, même une jonque modeste. Le bois, le bambou, les voiles, les cordages, les réparations. Une coque qui prend l'eau, c'est une mort lente. Il faut calfeutrer, goudronner, remplacer des planches. Il faut payer des charpentiers. Il faut payer des hommes qui savent. Et ces hommes-là, on ne les trouve pas en pleine mer. On les trouve à terre, dans des ateliers, dans des villages de constructeurs. Ils ont des familles, ils ont des clans, ils ont des protections. Pour les faire travailler, il faut de l'argent ou de la peur. L'argent est plus stable. La peur est plus rapide. Une chef intelligente utilise les deux, mais elle sait que la peur pure finit par isoler. Et puis il y a l'armement. Les fusils circulent, les munitions circulent. Les armes blanches circulent. Dans les années 1910-1920, avec la montée des seigneurs de la guerre, la Chine est un marché d'armes. Des stocks changent de main. Des soldats désertent avec leurs fusils. Des officiers vendent des caisses. Des trafiquants importent. Les jonques transportent. Les jonques cachent. Les jonques livrent. Une flotte pirate, à ce moment-là, peut être aussi un service logistique pour un pouvoir terrestre, et c'est là que les frontières deviennent floues, pirates, contrebandiers, miliciens, auxiliaires. Parfois, c'est le même homme selon le mois, selon le payeur. Une chef, si elle existe, doit donc être capable de parler à des hommes en uniforme, pas forcément directement, mais par des relais, par des notables, par des prêteurs, par des intermédiaires qui ont un pied dans chaque monde. Elle doit savoir quel commandant local a besoin d'argent pour payer ses troupes, quel autre a besoin d'une victoire symbolique pour se faire bien voir, quel autre encore est prêt à fermer les yeux contre une part régulière, et elle doit savoir que ces hommes changent, qu'un seigneur de la guerre peut tomber, qu'un chef de police peut être remplacé, qu'un accord peut se retourner en piège du jour au lendemain. C'est là que le mythe se fabrique en temps réel, parce que pour tenir, une flotte a besoin d'une réputation qui dépasse les faits. Une réputation qui fait hésiter un capitaine avant de résister, une réputation qui fait réfléchir un village avant de dénoncer, une réputation qui fait calculer un rival avant d'attaquer, et une femme dans l'imaginaire des ports est une réputation plus forte qu'un homme. Elle est une anomalie, elle est un récit, elle est un choc. On la raconte plus volontiers. On la grossit plus vite. On dit, elle est cruelle. On dit, elle est juste. On dit, elle ne pardonne pas. On dit, elle récompense. On dit, elle a des règles. On dit, elle coupe les doigts des voleurs. On dit, elle fait jeter à la mer les traîtres. On dit tout, et dans ce tout, il y a parfois un noyau de gestion, parce que les règles dans une flotte ne sont pas un luxe moral. Elles sont un outil de survie. Les grandes organisations pirates chinoises, celles dont l'écho a traversé le siècle, ont souvent des codes, pas parce qu'elles sont civilisées, mais parce qu'elles sont rationnelles. Interdire certains excès, c'est éviter des vendettas inutiles. Punir ses propres hommes, c'est montrer au village qu'on peut négocier. Fixer des parts, c'est éviter les disputes.
Et une chef, si elle veut durer, doit être l'incarnation de ce code, pas forcément en le récitant, en le faisant appliquer. Appliquer, cela veut dire juger, et juger, cela veut dire écouter des plaintes. Un capitaine accuse un autre d'avoir caché une part, un homme accuse un autre d'avoir volé une arme, un village accuse un équipage d'avoir dépassé ce qui était autorisé dans une rançon, un notable se plaint qu'un lieutenant a insulté sa famille. Tout cela, ce sont des fissures. Si on ne les colmate pas, la flotte se brise. Alors la chef, ou ceux qui parlent en son nom, doit arbitrer. Elle doit parfois punir un homme utile pour calmer un village. Elle doit parfois sacrifier un lieutenant pour sauver un accord. Elle doit parfois fermer les yeux pour ne pas humilier un clan puissant. C'est une politique sans papier. Et c'est ici que l'absence d'archives devient presque logique. Parce que ce pouvoir-là ne s'écrit pas, il se murmure. Il se transmet par des visites nocturnes, par des enveloppes, par des promesses. Il se cache derrière des façades respectables, une maison de thé, un commerce de sel, une échoppe de tissu, une veuve qui gère des affaires, une bienfaitrice qui donne au temple, une femme qui, à terre, peut être vue comme une patronne, et en mer comme un nom qui fait trembler. Lo Honsho, ce nom, tel qu'il apparaît dans certains récits secondaires en français ou en anglais, a justement cette texture de nom, entendu au quai puis figé. 3 syllabes faciles à écrire pour un Européen, mais sur ces côtes, les noms glissent. Ils passent du cantonais au mandarin, du hakka au dialecte du Fujian, puis à l'anglais, puis au français. Les tons disparaissent, les consonnes se déplacent. Un choix devient chaud, un lait devient l'eau, un surnom devient un patronyme devient un lieu, et parfois ce n'est même pas un nom de personne, c'est un nom de clan, un nom de jonque, un nom de crique. Ce glissement n'est pas un détail linguistique, c'est une protection. Dans un monde où l'on survit en effaçant ses traces, laisser les étrangers écrire mal votre nom est presque une bénédiction. Cela crée une brume, cela permet de rester un fantôme administratif. On peut être très réel, très dangereux, et pourtant introuvable dans les dossiers, parce que les dossiers cherchent une orthographe, et la mère, elle, ne donne pas d'orthographe. Pendant ce temps, la mécanique du pouvoir tourne, une flotte doit choisir ses cibles avec une précision de commerçant. On ne frappe pas là où l'on ne peut pas écouler. On ne vole pas ce qu'on ne peut pas vendre. Une cargaison de riz se revend facilement, une cargaison de tissu aussi. Une cargaison d'armes, encore plus, mais elle attire des regards. Une cargaison d'opium, c'est de l'or, mais c'est aussi un produit qui implique des réseaux, des protections, des complicités. Et ces complicités, on les paye. On les paie en argent. On les paie en part de butin. On les paie en service. Protéger un village contre une bande rivale. Escorter une jonque de commerce amie à travers une zone dangereuse. Faire disparaître un homme recherché. Fournir des informations sur une patrouille. Tout cela, c'est du commerce. Un commerce de violence. Et la violence, elle aussi, a sa logistique. Les hommes doivent être entraînés à aborder. Aborder, ce n'est pas seulement sauter sur un pont. C'est approcher sans être vu, profiter d'un angle mort, utiliser la houle, le vent, la nuit. C'est lancer des grappins, tirer des cordes, grimper vite. C'est neutraliser le timonier, parce que si le navire manœuvre, l'abordage devient un massacre. C'est contrôler la cabine où se trouvent les papiers, les coffres, les passagers. C'est empêcher un signal d'alarme. Et tout cela doit se faire en minutes. Parce que plus on reste, plus on risque de voir apparaître une patrouille. Les jonques, elles, ont un avantage. Elles peuvent se disperser. Après un coup, elles se séparent comme des poissons. Elles se cachent derrière des îlots. Elles remontent des rivières. Elles se mêlent aux pêcheurs. Elles changent de voile. Elles changent de peinture. Elles changent de nom. Une flotte qui sait faire cela est presque impossible à détruire au sens militaire. On peut capturer quelques coqs. On peut tuer quelques hommes. Mais le réseau, lui, survit parce qu'il est ancré à terre, dans des villages, dans des clans, dans des dettes. C'est pour cela que les campagnes de répression, chinoises ou coloniales, ont souvent un goût d'inachevé. Elles frappent des symptômes, elles montrent des trophées. Une jonque brûlée, des pirates enchaînés, des armes saisies. Elles publient des communiqués, elles rassurent les compagnies. Et puis, quelques mois plus tard, les attaques reprennent ailleurs, sous un autre nom, avec d'autres hommes, parfois avec les mêmes. Dans ce contexte, l'apogée d'une chef, si l'on accepte l'idée qu'une figure comme Lo Honsho ait pu exister derrière le brouillard, ne serait pas un moment de gloire visible, ce serait un moment d'équilibre, un moment où les accords tiennent, où les villages complices ne parlent pas, où les notables préfèrent payer que dénoncer, où les patrouilles sont assez corrompues ou assez lentes, où les rivaux sont contenus par la peur ou par des alliances, où l'argent circule sans trop de pertes, et cet équilibre est fragile. Il se joue sur des détails. Une patrouille qui change d'itinéraire,
Un officier remplacé par un autre moins achetable, un rival qui décide de frapper un village complice pour briser le réseau, un captif qui s'échappe et décrit trop précisément un visage, un lieu, un accent, un journal qui publie un récit sensationnel et force les autorités à réagir, un seigneur de la guerre qui a besoin d'une démonstration de force et lance une opération, un typhon qui disperse les jonques et brise la coordination. La mer, elle aussi, est un acteur politique. Elle détruit des coques, elle noie des hommes, elle impose des saisons. Et pourtant, malgré cette fragilité, le mythe se renforce, parce que chaque incident devient une histoire. Un capitaine attaqué raconte qu'il a vu des dizaines de jonques, il ne les a pas comptés. Il a compté sa peur. Un officier rédige un rapport et choisit un chiffre précis, parce qu'un chiffre précis a l'air sérieux. Un journaliste reprend le chiffre parce qu'un chiffre précis fait vendre, et le chiffre devient un refrain. 64. On le répète comme on répète une prière. On le répète parce qu'il donne l'impression que quelqu'un, quelque part, a vu la flotte entière. Mais qui voit une flotte entière sur cette mer fragmentée d'îles, de chenaux, de brumes? Qui a le temps de compter quand on se fait aborder? Qui a la distance quand on est au ras de l'eau, quand les voiles brunes se confondent avec le crépuscule? Compter en mer est déjà une fiction utile. Et cette fiction parfois sert aussi les pirates eux-mêmes. Une réputation gonflée est une arme. Si l'on croit que vous avez 64 jonques, on hésite à résister, on hésite à dénoncer, on hésite à attaquer, on paie plus vite, on négocie plus docilement. Alors laisser circuler un chiffre énorme, même faux, peut être une stratégie de dissuasion. C'est là que le non-couvercle prend tout son sens. Lo Honshu, dans cette hypothèse, n'est pas seulement une personne, c'est une marque de peur, une marque de discipline, une marque de réseau. Et une marque, par définition, n'a pas besoin d'être exacte, elle a besoin d'être reconnue. On peut imaginer une scène, très simple, très banale, et donc très plausible. Un comptoir de porc, une table collante, des bols de thé, une lampe à huile. Un homme parle bas à un autre. Il ne dit pas « j'ai vu Lo Honshu ». Il dit « c'est elle » ou « c'est son monde » ou « c'est son eau ». Il parle d'une zone, d'un estuaire, d'une crique. Il parle d'un réseau, il parle d'un prix. Et l'autre comprend, parce que le nom, même flou, suffit. On peut imaginer une autre scène, plus froide, un notable local, un homme qui porte une robe propre, qui a des ongles soignés, qui donne au temple, qui siège dans des comités. Il reçoit un message, pas une lettre officielle, un morceau de papier sans signature, ou un simple passage d'un intermédiaire. Le message est clair, une patrouille doit se tromper de route demain. Ou un poste de contrôle doit être occupé ailleurs. En échange, une enveloppe ou une promesse. Le notable hésite. Il sait que s'il refuse, il peut perdre plus que de l'argent, il peut perdre la paix de son village, il peut perdre son commerce, il peut perdre un fils. Alors il accepte, et il se raconte pour dormir qu'il n'a pas le choix. C'est ainsi que la piraterie devient une institution locale, et puis il y a les rivaux. Eux aussi fabriquent le mythe. Un rival a intérêt à exagérer la puissance de l'autre pour justifier une alliance, ou pour faire monter le prix d'une trêve, ou pour expliquer une défaite. Ce n'était pas moi qui étais faible, c'était elle qui était immense. Et le rival, parfois, a intérêt à faire circuler un nom féminin, parce qu'il humilie les hommes qui se sont fait battre. Se faire battre par une femme, dans l'imaginaire masculin de l'époque, est une double honte. La honte devient récit, le récit devient légende. C'est ici que la comparaison avec Lai Choi-san, figure mieux documentée des années 1920-1930, plane comme une ombre utile. Pas pour dire que c'est la même personne, mais pour rappeler que des chefs ont existé, que des réseaux ont existé, que des noms ont circulé avec des orthographes multiples, que les sources se contredisent, même quand la personne est réelle. Lai Choi-san est décrite tantôt comme une pirate, tantôt comme une contrebandière, tantôt comme une chef de bande, tantôt comme une femme prise dans des alliances avec des hommes de pouvoir. Son image change selon qui raconte. Et cela montre à quel point la mer produit des biographies instables. Alors, si Lo Honshu est un nom qui apparaît par éclat, sans dossier solide, cela ne signifie pas forcément qu'il n'y a rien derrière. Cela signifie que ce qui est derrière est de la même matière que la côte elle-même, mouvante, fragmentée, opportuniste. Une chef peut être réelle et pourtant introuvable, parce que son pouvoir repose sur l'invisibilité, sur la capacité à changer de nom, à se fondre dans la respectabilité, à laisser les étrangers écrire de travers, à laisser les journaux confondre, à laisser les autorités locales ne pas trop consigner, parce que consigner, c'est s'accuser, et pendant que les papiers hésitent, la mer continue. Les jonques continuent de glisser au crépuscule, les voiles brunes se tendent,
Les silhouettes se découpent, les lanternes s'allument, une par une, comme des yeux. On entend le bois qui craque, le clapot contre la coque, le frottement des cordages. On sent le goudron, le poisson, la sueur. On entend des ordres courts, des mots qui claquent, des gestes qui suffisent. Et quelque part, dans cette mécanique, il y a une tête qui décide. Décider, parfois, c'est ne pas attaquer. C'est laisser passer un navire parce qu'il est escorté, parce qu'il est trop risqué, parce qu'il déclencherait une chasse. Décider, c'est choisir une proie qui rapporte sans provoquer une guerre. Décider, c'est accepter une rançon plus basse pour éviter un piège. Décider, c'est punir un homme populaire pour montrer que la règle est au-dessus des clans. Décider, c'est acheter un officier plutôt que de le tuer. Décider, c'est faire un don au temple pour calmer un village. Décider, c'est disparaître pendant 2 semaines quand la pression monte, puis revenir ailleurs, sous un autre nom. Et c'est peut-être cela, l'apogée véritable. Non pas un combat spectaculaire, non pas une bataille rangée, mais une série de décisions invisibles qui font tenir un réseau, une flotte qui n'est pas une ligne de navire, mais une toile qui attrape des cargaisons, des hommes, des informations, et qui relâche ce qui ne sert pas, une toile qui se répare sans cesse, parce que chaque fil est menacé. Le mythe, lui, adore les scènes nettes, une femme à la proue, un sabre, un ordre, 64 jonques alignés. Mais la réalité, si elle a existé, est plus proche d'un bureau sans papier, d'une comptabilité faite dans la tête, d'un pouvoir qui se mesure à la capacité de faire circuler et de faire taire, et plus ce pouvoir est efficace, plus il laisse peu de traces. Parce que la trace est un danger, la trace attire la répression, la trace attire les rivaux, la trace attire les trahisons. Alors on efface, on brouille, on multiplie les noms, on laisse les autres raconter à votre place, on laisse les chiffres gonfler, on laisse les syllabes se déformer, lo honcho. Le nom sonne comme une étiquette collée sur une bouteille opaque, on secoue la bouteille, on entend quelque chose bouger à l'intérieur. On ne voit pas exactement quoi, mais on sait que c'est lourd, on sait que c'est dangereux. Et sur les quais, au moment où la lumière baisse, quand les hommes rentrent et que les histoires commencent, on continue de compter des jonques dans la brume. On continue de dire 64, parce que ce chiffre, vrai ou faux, a déjà fait son travail. Il a transformé une économie de Nemet Satan, violence en légende de mer. La légende a un problème avec les machines. Elle aime les voiles, les cris, les sabres, les silhouettes. Elle déteste les boulons, les hélices, les antennes. Or, sur les côtes du sud chinois, au tournant des années 1920 et surtout dans les années 1930, le monde maritime se met à grincer d'un bruit nouveau, un bruit de métal, un bruit de vapeur, un bruit de radio. La jonque, elle, reste belle, elle reste souple, elle reste capable de se glisser là où un patrouilleur s'échoue, mais la mer autour d'elle change de texture. Les routes se densifient, les ports se modernisent par à-coups, les administrations, même fragiles, apprennent à compter autrement, et quand l'État ne compte pas, d'autres comptent à sa place. Compagnies de navigation, assureurs, douanes, police portuaire, services, coloniaux à Hong Kong, à Macao, dans les concessions, partout où l'on a intérêt à ce que le commerce ne soit pas une loterie. Le resserrement de l'étau ne commence pas par une grande bataille. Il commence par des détails. Un registre mieux tenu, un capitaine qui doit déclarer sa cargaison avec plus de précision, un contrôle qui se fait à l'entrée d'un estuaire, pas seulement au quai, un télégramme qui part plus vite qu'un messager à pied, une rumeur qui autrefois mettait 3 jours à traverser un delta et qui maintenant arrive le soir même dans un bureau où un a une carte, un tampon et l'envie de prouver son utilité. La piraterie jusque-là vivait dans les interstices, dans les zones grises, dans les moments où l'on ne sait pas qui commande. Après 1911, ces moments sont partout. Chute des Qing, fragmentation, seigneurs de la guerre, milices privées, administration qui se superposent, mais à mesure que certains pouvoirs se stabilisent, même localement, même temporairement, les interstices se déplacent, ils ne disparaissent pas. Ils se rétrécissent, et une flotte pour survivre doit devenir plus légère, plus discrète, plus mobile, moins flotte, plus réseau. C'est là que le chiffre 64 commence à sonner différemment, non plus comme une force, comme un poids. 64 coques, cela veut dire 64 équipages à nourrir, à payer, à surveiller, 64 capitaines à ménager, 64 occasions de trahison, 64 silhouettes qui, à force d'être nombreuses, finissent par être visibles, et la visibilité dans les années 1930 devient une condamnation lente. On imagine souvent la répression anti-pirate comme une chasse héroïque, des canonnières, des coups de feu, des jonques en flammes. Il y a de cela, oui. Il y a des opérations, des raids, des arrestations, des exécutions publiques parfois, parce que l'exemple est une monnaie politique.
Mais la répression la plus efficace est plus banale. Elle consiste à couper les nerfs, à rendre les rançons plus difficiles, à rendre les caches moins sûres, à rendre les complicités plus coûteuses. Car une flotte ne vit pas seulement de prise, elle vit de silence acheté, et le silence, quand l'étau se resserre, devient cher. Le notable qui, hier, acceptait une enveloppe pour détourner une patrouille, commence à calculer autrement. Il ne calcule plus seulement le risque d'une vengeance pirate, il calcule le risque d'un audit, d'une dénonciation, d'un rival politique qui attend une faute pour le faire tomber. Il calcule le risque d'être pris dans une campagne exemplaire où l'on a besoin de coupables bien habillés, pas seulement de bandits pieds nus. Les campagnes anti-pirates, justement, ont leur propre logique. Elles ne sont pas seulement une réponse au crime, elles sont un outil de pouvoir. Un seigneur de la guerre, un gouverneur provincial, un chef de police portuaire, tous ont besoin de montrer qu'ils contrôlent quelque chose. Et quoi de plus visible que la mer? Quoi de plus symbolique que la sécurité des routes maritimes? On annonce une opération, on mobilise, on promet des résultats, on publie des chiffres, on exhibe des armes saisies, on fait défiler des prisonniers. Et dans ce théâtre, le pirate devient un personnage utile. Mais le pirate, lui, n'est pas un personnage. C'est un entrepreneur de survie, il s'adapte, il se déplace, il change de peau. Et c'est ici que la figure supposée de Lo Honsho, si elle a existé comme chef, ou si elle a été un non-couvercle pour plusieurs, chefs ou même pour un réseau, devient presque insaisissable par nature. Parce que l'adaptation dans ce monde passe par l'effacement. Effacer, cela veut dire réduire la signature, moins d'attaques spectaculaires, moins de passagers occidentaux parce que cela déclenche des pressions diplomatiques, des articles, des patrouilles plus agressives, moins de coups près des grands ports, plus de prélèvements discrets, plus de taxes sur des routes secondaires, plus de contrebande, surtout parce que la contrebande, contrairement à la piraterie pure, peut se déguiser en commerce, elle peut se faire avec des papiers, avec des factures, avec des cargaisons mixtes, avec des complicités qui ressemblent à des partenariats. L'opium, le sel, les armes, parfois même des personnes, migrants, travailleurs sous contrat, fuyards, tout cela circule. Et la jonque dans ce circuit n'est plus seulement un prédateur, elle devient un camion maritime. Elle transporte, elle livre, elle attend un signal. Elle se glisse de nuit dans un chenal, elle décharge vite, à la chaîne, des sacs qui n'ont pas d'étiquette. Elle repart avant l'aube. Et si une patrouille approche, elle n'a pas besoin de se battre, elle a besoin d'avoir l'air de pêcher. La modernisation, elle ne vient pas d'un seul bloc. Elle arrive par vagues. Un port se dote d'une meilleure police, un autre reste poreux. Une zone est quadrillée pendant 6 mois, puis abandonnée faute de budget, faute de carburant, faute de discipline. Les hommes au pouvoir changent. Les uniformes changent, les drapeaux changent. Mais une chose progresse, la vitesse de circulation de l'information. Et cela suffit à rendre la grande piraterie plus risquée. La radio, par exemple, n'est pas partout, mais elle change la donne là où elle existe. Un vapeur attaqué peut envoyer un signal, une compagnie peut prévenir. Une patrouille peut être dirigée. Avant, on courait après des ombres. Maintenant, on peut parfois courir après une direction. Et même si l'on arrive trop tard, même si les jonques se sont dispersés, on apprend, on note, on compare, on commence à reconnaître des schémas, une crique utilisée trop souvent, un village où l'on voit trop de riz acheté en une semaine, un charpentier qui répare trop de coques sans poser de questions. Alors la flotte, si elle veut durer, doit se fragmenter davantage, elle doit devenir une constellation. Des petites unités qui ne se connaissent pas toutes, des capitaines qui ne voient jamais la chef, des intermédiaires qui parlent au nom de quelqu'un qu'ils ne nomment pas. Et plus on fragmente, plus on perd ce qui faisait la force d'une grande flotte. La capacité à frapper fort, à imposer une rançon énorme, à faire trembler un port entier. C'est là que l'on comprend une chose cruelle. La grandeur est un luxe. La grandeur attire la lumière, et la lumière attire les fusils. Dans les récits, on aime imaginer la fin d'une chef pirate comme une scène nette. Trahison, capture, exécution. Parfois cela arrive. Parfois une bande est vendue par un rival. Parfois un lieutenant fatigué de partager négocie sa propre amnistie contre un nom, un lieu, une date. Parfois un officier veut une tête célèbre pour sa carrière. Et si le nom Lo Honsho a circulé comme une marque de peur, il a pu devenir une cible symbolique, même si la personne derrière le nom changeait. Mais la fin la plus probable dans un monde qui se modernise est moins spectaculaire. C'est une dissolution, une transformation, une disparition administrative. On ne meurt pas forcément. On se recycle. Le recyclage a plusieurs formes. La plus simple, devenir contrebandier à plein temps. Moins de violence visible, plus de logistique, plus de corruption.
On garde les mêmes routes, les mêmes mouillages, les mêmes hommes, mais on change le récit. On n'est plus celui qui prend, on est celui qui transporte. Et si l'on doit encore menacer, on menace en coulisses, sans coup de feu, avec des dettes, avec des familles, avec des promesses de protection retirées, une autre forme, devenir auxiliaire. C'est un vieux mécanisme sur les côtes chinoises. Les autorités locales, faibles ou pragmatiques, ont souvent utilisé des bandits pour combattre d'autres bandits. On offre une amnistie partielle, on offre un titre, on offre un uniforme, on offre le droit de garder une partie des revenus tant que l'on pacifie une zone, et l'ancien pirate devient milicien. Il garde ses réflexes, il garde ses réseaux, il change simplement de justification. La violence, elle, ne change pas de goût. Une autre forme encore, la respectabilité. La plus dangereuse parce qu'elle exige un masque parfait. On investit dans une maison, dans un commerce, dans une flotte de pêche légitime. On finance un temple. On marie un fils à une famille honorable. On se fait appeler madame avec un autre nom. On devient une bienfaitrice. Et les gens du village savent, sans jamais le dire, d'où vient l'argent. Ils savent parce que l'argent a une odeur de mer, de goudron, de nuit. Pour une femme, ce passage peut être à la fois plus facile et plus difficile. Plus facile parce que la société, paradoxalement, peut accepter qu'une femme gère des affaires à terre, surtout si elle se présente comme veuve, comme héritière, comme patronne discrète. Plus difficile parce que la mémoire des porcs est cruelle. Elle aime raconter, elle aime salir, elle aime transformer une femme puissante en monstre ou en fable, et une femme qui veut disparaître doit lutter contre le plaisir qu'ont les hommes à prononcer son nom. Si l'Ohonsho a été un non-couvercle, alors la disparition est presque inscrite dans le nom. Un couvercle, on le remet, on le change, on le pose sur une autre jarre. Le contenu, lui, peut être différent. Une chef tombe, une autre prend la place, et le porc continue de dire « c'est elle » parce que « elle » est devenue un concept, une manière de désigner une autorité maritime qui ne se montre pas. Et pourtant, il y a un paradoxe qui serre la gorge. Plus l'étau se resserre, plus les archives devraient, en théorie, se multiplier. Plus de rapports, plus de listes, plus de procès, plus de noms. Or, pour l'Ohonsho, ce que l'on a, ce sont des éclats, des mentions secondaires, des reprises, des traductions, des orthographes flottantes, comme si la modernité, au lieu d'éclairer, avait produit une autre forme d'ombre. Cette ombre dit quelque chose de la violence et de la survie. Les archives ne sont pas un miroir neutre, elles sont un produit de pouvoir. Elles existent là où l'administration a le temps, l'intérêt, la stabilité pour écrire. Elles disparaissent là où l'administration est corrompue, fragmentée ou complice. Elles se taisent là où écrire, c'est s'accuser. Un chef de poste qui a touché de l'argent pour détourner une patrouille n'a aucun intérêt à consigner trop précisément le nom de la personne qu'il protège. Un notable qui a négocié une rançon n'a aucun intérêt à laisser une trace. Un village qui a vendu du riz au mauvais moment n'a aucun intérêt à être mentionné. Et puis il y a la peur. La peur, elle aussi, efface. On brûle des papiers. On ne garde pas de lettres. On ne signe pas. On parle par allusion. On utilise des surnoms. On change de dialecte selon l'interlocuteur. On fait en sorte que si un étranger écoute, il entende des syllabes sans prise. Dans les années 1920-1930, la côte sud est un espace où se croisent trop de souverainetés, la Chine des seigneurs de la guerre, puis les tentatives de centralisation, les intérêts coloniaux voisins, les compagnies privées, les milices locales. Chacun a ses priorités, chacun a ses angles morts. Et dans ces angles morts, les réseaux maritimes prospèrent, puis se transforment. La comparaison avec Lai Choi-san revient, non pas comme une preuve, mais comme un rappel de méthode. Même quand une chef est mieux documentée, son portrait reste instable, tantôt héroïne criminelle, tantôt reine de la contrebande, tantôt simple rouage d'hommes plus puissant, tantôt stratège autonome. Les sources la tirent dans tous les sens. Alors imaginez ce qui arrive à une figure dont le nom, dès le départ, est peut-être une translittération approximative, un alias, une étiquette de quai. Elle devient une silhouette pure, une silhouette qui peut absorber d'autres histoires. Et le chiffre 64, lui aussi, se met à flotter. Dans un monde qui se resserre, 64, peut-être un souvenir d'apogée ou une exagération utile, ou un cumul de petites unités qui, sur une saison, ont répondu à un même réseau. 64 peut être un chiffre de propagande anti-pirate, parce qu'un chiffre énorme justifie des budgets, des opérations, des promotions. 64 peut être un chiffre de propagande pirate, parce qu'un chiffre énorme fait payer plus vite. 64 peut être un chiffre de journaliste, parce qu'un chiffre précis donne l'illusion d'une enquête.
Et 64 peut être tout simplement un chiffre qui sonne bien, qui se retient, qui se répète. La mer, elle, ne confirme rien. Elle avale, elle polit, elle efface les traces de pas sur le pont, elle dissout le sang, elle rouille les chaînes, elle gonfle les cadavres et les rend méconnaissables. Elle garde les secrets mieux que n'importe quel coffre. On peut imaginer à la fin non pas une scène de capture, mais une scène de retrait. Une jonque au petit matin, pas au crépuscule cette fois. La lumière est blanche, crue, presque sale. Le vent est faible, les voiles pendent comme des tissus lourds, on n'entend pas de chant. On entend des hommes fatigués, des raclements de gorge, le bruit d'une rame qu'on remet en place. On sent l'odeur d'huile rance, de poissons séchés, de bois humide. Et sur le pont, quelqu'un regarde la côte sans la regarder vraiment, parce que la côte, désormais, est pleine d'yeux. Les yeux, ce sont les postes de contrôle. Les yeux, ce sont les informateurs payés par les autorités. Les yeux, ce sont les rivaux qui vendent des informations pour se débarrasser d'un concurrent. Les yeux, ce sont les compagnies qui engagent des gardes, qui arment des escortes, qui changent leurs horaires. Les yeux, ce sont les radios, les télégraphes, les journaux. Les yeux, ce sont les cartes qui se remplissent. Alors on fait ce que font les survivants. On réduit la voilure. On coupe les branches trop visibles. On renvoie des hommes. On dissout des équipages. On vend une jonque à un pêcheur avec un prix d'ami, qui est en réalité une manière de blanchir une coque. On prête une autre à un cousin qui la fera passer pour du transport de sel. On garde 2 ou 3 unités rapides, celles qui connaissent les chenaux, celles qui peuvent disparaître en 1 heure. On garde les meilleurs messagers. On garde les meilleurs comptables. On garde les liens avec les villages. Et on laisse le reste se perdre dans la brume. C'est une fin sans fin. Une fin qui ressemble à une mue. Et si un jour un officier colonial, un journaliste, un voyageur, entend encore le nom Lo Honsho sur un quai, ce nom ne désigne peut-être déjà plus une personne. Il désigne une époque qui s'éteint, une époque où la mer était assez vaste pour qu'une autorité sans papier puisse régner, une époque où l'on pouvait être puissant en restant invisible, une époque où la jonque au crépuscule n'était pas seulement un bateau, c'était une frontière mobile, un bureau flottant, une prison, un marché, un tribunal. La modernité ne tue pas toujours. Elle oblige à changer de forme, elle oblige à devenir plus petit, plus discret, plus froid. Elle oblige à remplacer la terreur spectaculaire par la pression continue. Elle oblige à remplacer le sabre par la dette. Et dans ce passage, les noms qui étaient faits pour faire peur deviennent des fantômes. Ils continuent de circuler parce qu'ils ont été utiles. Ils continuent de circuler parce qu'ils ont été prononcés à voix basse trop de fois. Ils continuent de circuler parce que personne n'a intérêt à les fixer. Fixer un nom, c'est fixer une responsabilité. Fixer un nom, c'est ouvrir un dossier. Fixer un nom, c'est dire « voilà la personne ». Or, sur ces côtes, pendant des décennies, la violence a été un service, un impôt, une protection, une économie. Tout le monde en a profité un peu. Tout le monde en a souffert beaucoup. Et tout le monde, à un moment, a préféré que cela reste flou. Alors il reste quoi quand l'étau se referme et que la grande flotte se dissout? Il reste des objets. Une encre rouillée dans la vase d'une mangrove. Une planche de coque réutilisée pour réparer une maison. Un vieux fusil caché sous des tuiles. Une bague qui a changé de main trop vite. Il reste des habitudes, acheter du riz en petite quantité, ne jamais acheter trop d'un coup, parler par proverbe, ne jamais dire un nom entier, ne jamais poser de questions inutiles. Il reste des histoires. Des histoires racontées dans des maisons de thé quand la pluie frappe le toit et que la mer est trop mauvaise pour sortir. Des histoires où une femme commande parce que cela frappe l'imagination. Des histoires où le chiffre 64 revient comme un refrain parce qu'un refrain aide à se souvenir. Des histoires où l'on ne sait plus très bien si l'on parle d'une personne, d'un clan, d'un réseau, d'une époque, et il reste cette image obstinée, presque indécente de beauté, la jonque au crépuscule, voile brune, mer laiteuse, silhouettes qui apparaissent comme si elles sortaient d'un pli du monde, sauf qu'à la fin, elles apparaissent moins nombreuses. Elles apparaissent plus loin, elles apparaissent pour disparaître aussitôt, comme si la mer elle-même, fatiguée de porter des légendes, les rendait à la brume d'où elles étaient venues.